Alors bonsoir chers téléspectateurs de Amani TV. Alors la dernière fois nous avons parlé du contexte qui a permis à un certain nombre notamment d'Africains, d'Antillais, mais plus particulièrement d'Africains, d'avoir cette prise de conscience qui les a amenés à s'engager dans la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Et alors cette prise de conscience, elle a notamment débouché, nous l'avions vu, donc en 1926, Lamine Senghor, Thiemoko Garan Kouyaté et d'autres venant des Antilles françaises, de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, mais également des Haïtiens qui étaient présents en France à cette époque, donc vont créer cette première organisation, comité de défense de la race nègre, avec un journal qui va s'appeler La Voix des Nègres. Alors je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer que la lutte pour l'indépendance ne s'est pas faite à l'origine dans des cadres nationaux, mais elle s'est faite donc dans ce cadre global qui rassemblait l'ensemble à la fois, je dirais, des Africains et de ce que l'on appelle les Afro-descendants, et que cette lutte n'était pas, encore une fois, donc vue dans des cadres nationaux étroits. Ce n'étaient pas des organisations sénégalaises, soudanaises, puisque le Mali s'appelait à l'époque le Soudan, ou bien regroupant des Dahoméens, l'actuel Bénin, mais ils étaient vraiment impliqués dans cette lutte commune, puisque, après tout, ils avaient ensemble comme point commun d'être soumis au régime colonial, et ils étaient dans la perspective d'une lutte où ils voulaient se libérer ensemble du joug colonial et s'organiser politiquement dans des cadres politiques qui devaient dépasser les frontières étroites des territoires coloniaux dont ils étaient issus. Cette dimension, elle est extrêmement importante. Également, alors dans ce journal, La Voix des Nègres, j'ai parlé dans l'émission précédente de ce fameux article de Lamine Senghor intitulé Le mot nègre. Globalement, quand on lit cette presse, on va voir qu'il y a des problématiques, notamment les problématiques liées, je dirais, à la réécriture de l'histoire africaine, qui figure dans un certain nombre d'articles, où les gens mettent en avant, valorisent les empires africains qui ont pu exister, qu'il s'agisse de l'empire, notamment de l'empire du Mali, mais également, ils vont revendiquer le caractère nègre de l'Égypte, bien avant donc les thèses de Cheranta Diop, puisque Cheranta Diop s'est appuyé sur les travaux d'un certain nombre d'auteurs, bien entendu qui n'avaient pas fait un travail de recherche aussi approfondi que celui qu'il avait fait, mais donc il est dans un des articles publiés, alors je ne sais plus si c'est dans la Voix des Nègres ou dans le Cri des Nègres, où les gens écrivent que alors que s'épanouissait sur les bords du Nil une civilisation resplendissante, eh bien l'Europe à cette époque-là était plongée dans les ténèbres. Donc revendication du caractère africain, du caractère nègre de l'Égypte. Les idéaux panafricains aussi, ils ont tenté de les vulgariser en Afrique, et il y a eu dans les années 1926, notamment au Sénégal, la police coloniale a démantelé ce qu'elle appelait des cellules garvéistes, donc des noyaux qui avaient été mis en place à Rufisque,
à Rufisque notamment, et les gens faisaient circuler ces journaux clandestinement, hein, je l'avais indiqué précédemment dans mon intervention, hein, il n'y avait pas de presse libre dans les colonies françaises, et donc ils faisaient circuler ces journaux clandestinement, notamment à travers les ouvriers africains qui étaient organisés dans les ouvriers du chemin de fer, notamment les ouvriers, les employés des postes, qui faisaient donc circuler cette littérature hein, révolutionnaire clandestinement. Je l'ai dit, Kodjo Tawalo-Wenu notamment a participé en 1925 à un des congrès de l'UNIA, l'organisation de Marcus Garvey. Et c'était quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement symbolique, je dirais, pour cette organisation panafricaine. Alors les idéaux panafricanistes, hein, puisque le panafricanisme est globalement est né dans les Caraïbes, eh bien, il a été vulgarisé, notamment dans les territoires qui étaient sous domination coloniale française, alors par un autre pionnier méconnu de cette période, le prince Kodjo Tawalo-Wenu, qui lui était plus donc un membre actif, je dirais, du courant assimilationniste, et donc qui traduisait les articles du journal de Marcus Garvey, le Negro World, et qui, en 1924, a participé à une des conventions de l'UNIA. Donc, pour Marcus Garvey et son organisation, c'était sur le plan symbolique quelque chose d'extrêmement important, je dirais, d'avoir un Africain de souche qui vienne et qui soit présent. Les conventions de l'UNIA, c'était vraiment des organisations qui rassemblaient un grand nombre de personnes avec des défilés. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Marcus Garvey, hein, on le trouve dans ses écrits, s'était autoproclamé le président de l'Afrique. Hein. Donc on voit encore cette dimension panafricaine qui était mise en avant. Dimension panafricaine que l'on trouvait également donc, dans le combat des tenants de l'indépendance, je dirais, pure et simple des colonies sous domination française, emmenées par Lamine Senghor et Laetitia Moko Garane Kouyaté, et qui, pour faire passer leur message, eh bien, envoyaient leurs journaux qui avaient un caractère clandestin, donc en Afrique. Et donc tout au long de cette période de l'entre-deux-guerres, donc entre 1918, hein, fin de la Première Guerre mondiale, et le début de la Première Guerre mondiale, 1939, 1940, eh bien, c'est dans cette dynamique, autour de cette problématique, que va se faire la lutte pour l'émancipation, encore une fois, une lutte pour l'émancipation des peuples africains, des peuples afro-descendants, et non pas une lutte de libération organisée dans un cadre national. Et dans toute cette période également, hein, ce que l'on oublie souvent, ou qui est aussi une partie méconnue de l'histoire, c'est que les premiers congrès panafricains, le premier congrès, le deuxième congrès, le troisième congrès, ce sont des congrès qui se sont déroulés en Europe, et plus particulièrement en France. Donc 1919, le premier congrès panafricain organisé par Du Bois au moment du congrès de Versailles, avec beaucoup de bâtons dans les roues, bien entendu, hein, mis par l'administration coloniale française qui voulait faire échouer l'organisation de ce congrès. Il y aura ensuite en 1921 un second congrès, hein, qui sera organisé,
un troisième qui sera organisé en 1923 avec différentes sessions, organisées, une session à Lisbonne, une session à Londres, une session en France. Et donc durant cette période, je dirais, les francophones seront au cœur de cette dynamique panafricaine, dynamique qui sera cassée par l'irruption de la Seconde Guerre mondiale, où après, on verra où le mouvement panafricaniste va surtout se développer dans les territoires anglophones, et c'est là où on verra émerger, notamment les grandes figures, pour ne parler que des Africains, comme Kwame Nkrumah, et avec la présence dans ces organisations de gens comme Georges Padmore et toujours, bien entendu, Webb Du Bois, qui, rappelons-le, s'installera en 1958 dans le Ghana indépendant. Donc, véritablement, durant toute cette période, l'accent est mis sur cette dimension panafricaniste des luttes et non pas sur une dimension nationale. Puisque par la suite, alors nous reviendrons dessus, Lamine Senghor, qui avait été grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale, il avait notamment été gazé, va mourir en 1927. Le flambeau de la lutte sera repris par Thiemoko Garan Kouyaté, qui va conduire les destinées de la Ligue de défense de la race nègre et de son journal, donc Le Cri des Nègres, je l'avais indiqué, et qui, alors la Ligue de défense de la race nègre va également connaître un certain nombre de vicissitudes, et Thiemoko Garan Kouyaté créera au début des années 30 une troisième organisation appelée l'Union des travailleurs nègres, l'UTN, qui aura un journal qui s'appellera Le Travailleur nègre. Donc on voit bien que dans toute cette période, à aucun moment, je dirais, il n'y aura un repli vers des cadres nationaux. Et donc, pour bien le montrer, les Lamine Senghor et les Thiemoko Garan Kouyaté vont même créer une organisation pour la libération des peuples africains qu'ils tenteront d'implanter en Afrique, mais avec, je dirais, la férocité et l'efficacité de la répression de l'administration coloniale. Cette organisation ne réussira pas à prendre pied en Afrique. Et quelque part, c'est également cela qui a contribué au fait que ces luttes sont restées largement méconnues, donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale, du fait que leurs promoteurs, les principaux acteurs, eh bien, ont mené pendant toute la période de l'entre-deux-guerres essentiellement leur combat sur le sol européen. Alors pourquoi je dis sur le sol européen? Parce que notamment en 1927, Lamine Senghor va participer et s'illustrer dans une grande manifestation politique, le Congrès de Bruxelles, organisé par la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, et qui va regrouper la plupart des grandes figures anticolonialistes de l'époque, toujours sous la houlette de l'internationale communiste et donc des partis communistes qu'elle rassemblait. Et alors au Congrès de Bruxelles, pour bien que l'on comprenne l'importance historique de ces mouvements méconnus, eh bien, Lamine Senghor va siéger dans les commissions, discuter aux côtés de quelqu'un comme Goumédé, de l'African National Congress, créé en 1914, l'organisation que Nelson Mandela conduira à diriger
le mouvement d'indépendance et d'émancipation de l'apartheid de l'Afrique du Sud, hein, dont on avait célébré le centenaire il y a quelques années, eh bien, Lamine Senghor sera aux côtés des Goumédé, d'Indonésiens aussi, qui vont jouer un rôle important dans la lutte pour l'indépendance de leur pays, un Égyptien comme Mohamed Atta. Donc véritablement, également, le congrès de Bruxelles est une véritable préfiguration de la conférence de Bandung et de la trilatérale à laquelle elle a donné naissance, que l'on a l'habitude de reconnaître un petit peu comme le marqueur des luttes anticolonialistes. Mais là, une fois de plus, ce mouvement a commencé avant, et on peut dire que les origines de Bandung et la trilatérale bien, sont à rechercher à ce fameux congrès de Bruxelles où il y avait des personnalités extrêmement importantes. Il y a eu la veuve de Sun Yat-sen qui a participé à ce congrès, des gens comme Albert Einstein, toute une série de figures du monde progressiste de l'époque qui ont participé à ce congrès de Bruxelles, où Lamine Senghor s'est fait remarquer, et notamment par les diplomates français qui surveillaient de près de cette manifestation et qui ont fait des rapports dans lesquels vraiment il montrait que ce Lamine Senghor était quelqu'un qu'il fallait véritablement contrôler, qu'il fallait pouvoir juguler parce qu'il constituait une menace pour la présence coloniale française en Afrique. Alors, la semaine prochaine, dans un prochain épisode, nous allons continuer à vous parler donc des luttes, encore une fois, qui ont été menées par ces pionniers méconnus de la lutte anticolonialiste, et notamment ces pionniers africains méconnus des luttes pour l'indépendance.